Chers élèves, salam alaikum wa rahmatullah. Lors de la séance numéro 4, on a vu les transformations qui se passent au niveau de la fleur, bien sûr, après la double fécondation. Et on a vu que le pistil ou bien l'ovaire, il se transforme en fruit et les ovules contenus dans l'ovaire se transforment en graines. Et on a vu qu'après la formation des graines, bien sûr, ils vont se déshydrater, ils vont être disséminés pour résister, bien sûr, aux conditions défavorables du milieu. Dans cette séance, on va voir, bien sûr, la germination des graines et, bien sûr, les conditions nécessaires pour la germination des graines. Avant, bien sûr, d'entamer la germination des graines, on va tout d'abord, bien sûr, parler un petit peu de la dissémination de la graine et les moyens qui permettent, bien sûr, la dissémination ou bien la dispersion de la graine, dans le but, bien sûr, de coloniser les biotopes des écosystèmes. Dans la photo ou bien les photos qu'on a, nous représentent un ensemble de moyens de dissémination ou bien de dispersion de la graine. On va commencer par la première photo qui représente le fruit du pissenlit. On voit au niveau du fruit de pissenlit que les graines vont être dispersées par le vent. Et les graines présentent des structures anatomiques qui sont des aigrettes ou bien des sortes de parachutes qui permettent de transporter au loin les graines, bien sûr, pour coloniser l'espace. Au niveau de la photo 2, la deuxième photo, on a le fruit de Bardin et on voit que le fruit il est pris en piège dans le pelage des chiens, donc il est accroché, et le fruit présente des crochets qui permettent l'attachement aux animaux, ce qui permet bien sûr la dispersion du fruit et par la suite des graines. Dans la troisième photo, on voit bien sûr un oiseau qui se nourrit du fruit du gué. Le fruit du gué qui est parasite sur un arbre. Donc, bien sûr, en se nourrissant du fruit, l'oiseau va digérer l'abeille et il va former des graines qui seront excrétées lors du déplacement de l'oiseau. Et comme ça, en se déplaçant, l'oiseau va participer, bien sûr, à la dispersion ou bien à la dispersion de la graine. Donc, au niveau de la photo 4, on a un autre moyen de transport des graines qui se fait bien sûr chez le noix de coco, comme vous le voyez. Donc, la dispersion va se faire par l'eau. Donc, le mouvement de l'eau va transporter les graines dans des milieux très lointains pour bien sûr coloniser d'autres espaces. Donc, bien sûr, après, en conclusion, je dirais que les végétaux utilisent différents moyens de dispersion de la graine, bien sûr pour se multiplier et coloniser l'espace et bien sûr atteindre des habitats favorables à la germination. Cette dissémination se fait par différents moyens. Elle peut se faire soit par des animaux, par le vent, par l'eau. Après leur dissémination, les graines, bien sûr, vont germer et donner de nouvelles plantes. Donc, on va essayer de savoir comment se fait la transformation de la graine en plante et quelles sont les conditions de germination de la graine. Donc, avant de répondre à ces questions, bien sûr, on doit tout d'abord, pour savoir comment se fait la transformation de la graine en plante, on doit tout d'abord procéder à une dessécation de la graine. Donc là, lorsqu'on réalise la dessiccation de la graine, comme vous le voyez sur la photo, donc là on a réalisé une coupe, si vous voulez, longitudinale de la graine du haricot. Donc on voit qu'elle est formée de l'extérieur vers l'intérieur, donc elle est formée par deux cotylédons. Et de l'extérieur, on trouve un tigiment protecteur. Et puis, on a une structure qui est très caractéristique, on voit ici. Voilà. Et donc, quand on a zoomé, on a enlevé, on a photographié à droite. Voilà. Donc, c'est une structure qui ressemble à une petite plante
hein, avec des feuilles, donc les premières feuilles que vous voyez ici. Et au milieu, vous avez une petite tige qu'on va appeler tigelle. Et en bas, on a une petite racine qu'on va appeler radicule. Donc, après la réalisation de la coupe, on trouve, ou bien on peut déduire qu'au sein de la graine, on trouve une petite plantule, un embryon, ou bien une petite plantule formée par la radicule, la tigelle et les feuilles. Donc, en conclusion, un schéma qui nous montre les constituants de la graine. Donc, la graine se compose, comme vous le voyez, d'un tégument externe à rôle protecteur qui entoure bien sûr les cotylédons. Est-ce qu'on a un cotylédon ou bien deux cotylédons? Et au milieu, on trouve, bien sûr, on a les deux cotylédons, on trouve l'embryon qui est formé par les premières feuilles, hein, et puis la tigelle, hein, une petite tige, et puis la radicule, hein, la petite racine. Après avoir étudié les moyens de la dissémination, bien de la dispersion de la graine, donc après avoir étudié les constituants de la graine, on va maintenant étudier les conditions de la germination de la graine. C'est pour cela qu'on va procéder par un ensemble d'expériences. Donc, dans le but de montrer le rôle de l'eau et de la température et dans la germination des graines, on réalise des expériences séquentes sur des graines de maïs, d'haricots ou bien de lentilles. Donc les expériences, ce que vous voyez figurer sur le schéma, ce sont les résultats des expériences. Donc on va citer ce qu'on a fait au niveau des expériences, on va bien sûr voir, ou bien on va essayer de voir les résultats. Donc au niveau de l'expérience 1, on a travaillé avec des boîtes de pétri dans lesquelles on a mis du coton. Dans la première boîte de pétri, on a mis du coton sec et on a travaillé à 20 degrés Celsius. Dans l'autre boîte, on a mis toujours du coton, mais cette fois-ci, il est humide et à 20 degrés Celsius. Là, vous voyez qu'on a laissé un paramètre constant, c'est la température, mais on a varié le paramètre de l'humidité, c'est-à-dire on a travaillé avec une boîte de pétri avec un coton qui est sec, si vous voulez, et avec l'autre boîte où le coton il est humide. Donc les résultats, donc on constate au niveau de la première boîte que les graines ne germent pas dans la boîte où on a un coton sec, mais dans la deuxième boîte où le coton il est humide et à 20 degrés Celsius, on voit la germination des graines. Et de là, je déduis que l'humidité elle est très importante pour la germination des graines. Au niveau des autres expériences, on va étudier l'influence de la température. C'est pour cela qu'on va travailler avec deux boîtes de pétri contenant toujours du coton, mais cette fois-ci, ils doivent contenir le coton humide. Mais on va varier le paramètre de la température. Dans la première boîte de pétri, on a travaillé avec on a mis les boîtes de pétri à une température à 4 degrés Celsius, mais dans la deuxième boîte, on a travaillé à une température de 20 degrés Celsius. Les résultats, on constate au niveau de la première boîte, qui a été mise à 4 degrés Celsius, que les graines ne germent pas. Au niveau de la deuxième boîte, on a mis du coton humide à 20 degrés Celsius, on voit nettement la germination des graines. Et de là, je déduis, ou bien on déduit que la température elle est très importante pour la germination des graines. Donc en conclusion, je dirais que la germination des graines nécessite des conditions favorables telles que l'existence de l'eau. Donc l'importance de l'eau, c'est qu'il permet de mouiller les téguments pour les rendre flexibles ou bien mous, ce qui permet bien sûr la déchirure des téguments et l'émergence ou bien la sortie du radicule. La deuxième importance de l'eau, c'est que les téguments deviennent perméables au gaz respiratoire, ce qui permet aux graines de revenir à la vie active, c'est-à-dire ça va permettre l'échange des gaz respiratoires, c'est-à-dire de l'oxygène et du CO2. La germination nécessite également une température convenable pour activer les enzymes. L'air, elle est très important parce qu'il renferme l'oxygène qui permet bien sûr la décomposition des réserves organiques pour produire de l'énergie qui est nécessaire pour le développement de l'embryon puis
sa germination. Et je veux mentionner là, il y a un autre paramètre, la lumière. Avec des expériences, on a montré que la lumière n'est pas un paramètre essentiel pour la germination, c'est-à-dire que les graines peuvent germer à l'obscurité ou bien à la lumière. Donc, bien sûr, après avoir étudié les conditions de la germination, on va essayer d'étudier les transformations physiologiques qui se passent lors de la germination. Donc, pour bien sûr étudier les transformations physiologiques lors de la germination des graines, on va procéder par un ensemble d'expériences, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, on peut démontrer le passage de la graine de la vie ralentie à la vie active en passant, ou bien plutôt en prenant une graine d'une journée, de 2 jours et de 3 jours. Et on réalise les expériences révélant la présence de sucre composé ou bien du sucre simple. Pour les sucres composés, je dois rappeler que c'est l'amidon et le sucre simple, ce sont le glucose. Donc, on va mettre en évidence la présence de ces 2 sucres, donc les étapes de la germination. Donc, comme vous le voyez sur le tableau, on a schématisé trois graines. Une graine lors de la première journée, une graine lors de la deuxième journée et une autre lors de la troisième journée. Donc, on voit que lors de ces 3 jours, la graine germe, formation du radicule, la sortie du radicule et la sortie du radicule et du tigelle, ou bien de la tigelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ces expériences? On va utiliser le liqueur de Feeling. Donc, c'est un révélateur, c'est un révélateur qui permet de révéler la présence de sucre simple. Elle donne après chauffage, en sa présence, un précipité rouge brique. Les sucres simples comme le glucose et le maltose. L'eau iodée, c'est un indicateur également, c'est un révélateur qui permet de mettre en évidence la présence de sucre composé. Ici, en l'occurrence, il s'agit de l'amidon. Donc, il donne en sa présence une coloration qui est bleue. Donc, on va essayer de voir les transformations physiologiques au niveau de la graine avec le temps. Donc, lors de la première journée, donc on va tester la présence de sucre par l'utilisation de l'eau iodée et le liqueur de Feeling. Donc, on voit que lors de la première journée, on obtient avec l'utilisation de l'eau iodée une coloration bleu foncé, ce qui montre bien sûr la présence de l'amidon, d'un sucre composé qui est l'amidon. Lors de la deuxième journée, en utilisant toujours l'eau iodée, on voit on obtient une coloration bleue mais moins foncée que la précédente, ce qui montre que la quantité de l'amidon a baissé. Lors de la troisième journée, on voit une faible coloration bleue, ce qui indique une diminution de la quantité de l'amidon. L'utilisation du liqueur de Feeling nous montre, bien sûr avec chauffage, nous montre lors de la première journée l'absence de sucre simple, apparition de sucre simple en faible quantité lors de la deuxième journée. Lors de la troisième journée, on voit l'apparition d'une quantité de sucre réducteur qui est très importante. Donc, d'après, si on essaie de faire un lien entre les résultats, on voit qu'avec les jours de la germination, la quantité de l'amidon était très élevée lors de la première journée. Elle diminue progressivement pour s'affaiblir carrément lors de la troisième journée. À l'opposé, la quantité de glucose ou bien du sucre simple, elle était presque nulle. Elle augmente, sa concentration, bien sa teneur augmente avec le temps. Donc on a deux éléments qui évoluent d'une façon opposée. Diminution de la quantité de l'amidon, l'augmentation de la quantité du glucose ou bien du sucre réducteur. On ne peut expliquer ça que par la transformation de l'amidon en glucose ou bien en sucre simple. Donc en conclusion, je dirais que la germination des graines comporte des phénomènes physiologiques qui permettent aux graines de passer de la vie ralentie à la vie active. Donc ces phénomènes sont généralement
l'hydrolyse, comme on vient de le démontrer à partir de ces expériences, l'hydrolyse de l'amidon en glucose qui se fait selon la réaction suivante. Donc C6H10O5N fois plus N molécules H2O qui va servir pour l'hydrolyse de l'amidon va nous donner NC6H12O6, c'est-à-dire la molécule de glucose. Donc, N molécule de glucose. Donc, cette réaction nous montre que l'amidon elle est hydrolysée par les molécules d'eau pour donner du glucose simple. Donc, pourquoi ce glucose simple? Pourquoi la graine recourt à l'hydrolyse de l'amidon pour produire du glucose ou bien du sucre simple? Donc, tout simplement, le glucose ou bien les sucres simples vont servir pour la production de l'énergie à partir du glucose et du dioxygène. Donc, selon la réaction, C6H12O6 plus 6O2 va donner 6CO2 plus 6H2O plus l'énergie. Donc cette réaction nous montre que c'est une réaction d'oxydation de glucose qui va donner l'énergie nécessaire pour le développement de l'embryon et la croissance de la plantule. Donc après avoir étudié les transformations physiologiques qui se passent au niveau de la graine, maintenant on va voir les étapes de la germination de la graine. Donc on a pris deux cas. Le premier cas concerne une graine monocotylédone et le deuxième cas c'est une graine de maïs et le deuxième cas c'est une graine de haricot de dicotylédone. Donc le premier cas, la germination des graines de maïs, on voit, comme vous le voyez, la graine de maïs, début de sortie, si vous voulez, de la radicule. Donc la deuxième photo nous montre nettement la sortie de la radicule, de même au niveau de la troisième, avec début, avec élongation de la radicule. Au niveau de la troisième, la quatrième photo, vous voyez nettement la sortie et la croissance de la racine avec début de formation des racines secondaires et la sortie de la tigelle qui va donner une tige. Voilà, comme vous le voyez sur la photo. La même chose au niveau d'une graine de dicotylédone, en l'occurrence il s'agit du haricot. Donc vous voyez la graine de haricot, tout à côté on a enlevé la plantule pour montrer que l'origine de la plante, comme vous voyez sur le c'est la plantule contenue dans la graine. Parce que pour beaucoup ils ne savent pas l'origine de la plante lorsqu'on sème des graines. Donc maintenant, c'est l'occasion de mettre dans la tête que la plantule, lorsqu'on sème une graine, elle vient plutôt la plante, elle vient de la plantule contenue dans la graine. Donc vous voyez la germination de la graine et la croissance de la plantule qui va donner des racines et une tige. Et voilà, vous voyez la tige, les cotylédons, sortis des cotylédons, qui vont résorber. Donc on le voit nettement au niveau de la dernière photo, qui sont, voilà, elles sont la résorption, tout simplement parce que la plantule a utilisé les réserves contenues dans les cotylédons lors de la croissance. Pour bien comprendre ces étapes de la germination, on va passer à un schéma. Donc voilà, au niveau de ce schéma, on voit les étapes, si vous voulez, de la germination. Donc au début, on a une graine qui est mise à la germination. Donc début au niveau du deuxième schéma, deuxième figure, début de la sortie de la radicule, qui va donner après une racine avec des racines secondaires. Sortie de la tige, de croissance de la tigelle, croissance de la tigelle. Sortie de la tigelle et des cotylédons et les feuilles, les premières feuilles. Voilà. Au niveau de la dernier schéma, vous voyez, formation des racines, la racine principale avec les racines secondaires, la tige, formation de la tige, les restes des cotylédons qui sont résorbés, et puis la formation des feuilles qui
qui renseigne sur le début de la photosynthèse. Et vous avez à droite le schéma de l'embryon pour montrer, bien sûr, la flèche en bleu, pour montrer que la plantule il est issue de la croissance, plutôt la plante, il est issue de la croissance de la plantule contenue dans la graine. Donc les étapes de la germination d'une graine sont, la première étape c'est la déchirure de l'écorce de la graine et la sortie de la radicule, et après l'élongation de la tigelle, sortie de la plantule des sols et l'apparition des racines secondaires. Après, on a la chute de l'écorce et l'apparition des premières feuilles, la dégénérescence des cotylédons, l'élongation des autres parties et leur croissance. En conclusion, en présence des conditions favorables à la germination, la graine absorbe l'eau, elle s'hydrate, se gonfle, le tégument se déchire et le dioxygène arrive à l'embryon. L'embryon sécrète des enzymes qui vont hydrolyser l'amidon, sucre complexe de l'albumène, en glucose, élément qui est simple ou bien sucre simple. Une partie des sucres simples, c'est-à-dire le glucose, va subir l'oxydation par respiration pour produire l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire. L'autre partie du sucre simple est utilisée pour la croissance de la radicule, de la tigelle et des feuilles. Au début de la croissance de la tigelle, les réserves des cotylédons s'épuisent progressivement. C'est le passage de la vie ralentie à la vie active. Donc, une fois que les feuilles sont formées, comme vous le voyez sur la photo, elles acquièrent la chlorophylle et commence la photosynthèse. Et comme ça, la plantule va devenir autonome, elle va continuer son développement. Et avec cette conclusion, on a fini la reproduction chez les angiospermes pour entamer la reproduction chez les gymnospermes dans la séance prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.